Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, installez-vous sur vos sièges. Ils sont désinfectés à l'eucalyptus, ne vous inquiétez pas. Nous allons recevoir dans un instant mademoiselle Liane Laforêt. Oui, elle a pu se déplacer pour vous. Du coup, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle Liane. Bonjour. Non, mais appelez-moi Liane, tout simplement. Bonjour. Bienvenue dans notre quartier d'automne. Oh, c'est tellement réjouissant de voir des gens qui sont passionnés par les arbres, ou du moins qui sont intéressés par les arbres. Parce que moi, de là où je viens, mon père et mon grand-père considéraient les arbres comme du bois mort, tout juste bon à faire des planches ou à jeter au feu. Alors qu'on sait aujourd'hui que les arbres, eh bien, ressentent la souffrance, qu'ils ont une mémoire, que des parents arbres vivent avec leurs enfants et qu'ils communiquent entre eux. Je vais vous lire un passage du livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, qui parle de cette communication entre les arbres. Ah, et voilà. Merci Jujube. Voilà ce qu'il dit. Les arbres communiquent entre eux. Ils ont leur propre réseau Internet. Et oui, il existe un réseau Internet dans la forêt, l'Internet des champignons. Lorsque vous vous promènerez en forêt, je vous invite à soulever le feuillage au pied des arbres que l'on appelle l'humus. L'humus est la couche supérieure du sol. Elle est décomposée par l'action combinée des insectes, des bactéries et des champignons. Mais merci mon petit Jujube, il est fort, n'est-ce pas? Oui, sous cet humus, vous verrez des petits dessins blancs, des filaments blancs, qui sont en fait des champignons. Et c'est grâce à ces champignons que les racines des arbres communiquent entre elles. Elles s'échangent des informations capitales en cas de danger, mais aussi pour se passer des nutriments. Ce sont les arbres qui ont la meilleure exposition au soleil qui fabriquent le plus de nutriments, ceux qui ont la plus belle exposition sur la canopée. La canopée est la couche supérieure des forêts, la partie la plus exposée au soleil. Oui, merci mon petit Jujube. En effet, ces hauts de cordée, enfin ces hauts de canopée, sont très solidaires. Ils partagent leur bonne sève avec leurs enfants arbres, bien sûr, qu'ils reconnaissent grâce à leurs racines, mais ils partagent aussi avec leurs amis, qui sont de la même espèce, ou alors leurs voisins, qui n'en sont pas. Et ils ont même créé les racines du cœur, pour les arbres malades et les plus démunis. Mais pourquoi ? Pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères, mais aussi avec des concurrents? Eh bien, pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines, à plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui tout seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, beaucoup n'atteindraient pas un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée, par lesquelles les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes. Dans un tel environnement, les arbres peuvent survivre et vivre en sécurité et connaître une longue longévité. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs, jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Alors les arbres communiquent entre eux, sous la terre, mais aussi dans les airs, en lâchant dans l'atmosphère des petits gaz que l'on appelle des coves. Coves, C-O-V-S. C pour composé, O pour organique, V pour volatile et S pour spécifique. Mais oui, merci mon petit Jujube. Car en effet, quand il dégazent, chaque arbre a sa petite odeur spécifique. Et contrairement à nous, ce ne sont pas des tue-l'amour. Non, au contraire, les arbres s'en servent tout le temps. Par exemple, en amour, pour appeler à polliniser les abeilles, les oiseaux, les insectes, mais aussi en cas de danger pour alerter leurs congénères. Peter Wohlleben, toujours, parle de cette communication par les airs. Dans les années 1970, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia de la savane africaine dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contrariants, les acacias augmentent en quelques
quelques minutes la teneur de leurs feuilles en substances toxiques qui les rendent immangeables. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers d'autres arbres, mais ne recommencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. Et vous savez pourquoi ? Parce que les acacias agressés émettent un gaz avertisseur, un COV. Oui, merci Juju, qui informe aussitôt les autres individus concernés. Ces derniers réagissent en augmentant à leur tour la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Les girafes, qui n'ignorent rien du manège, se déplacent alors jusqu'aux arbres voisins. Le scientifique Van Rossum a qualifié l'acacia d'altruiste. Et vous savez pourquoi ? Oui. Non, j'ai oublié. Mais c'est simple. Au final, l'acacia nourrit les girafes, même s'il s'agit de petites proportions, alors qu'une autre solution aurait consisté à être toxique en permanence. Oh, mais moi, je trouve ça passionnant. Oh oui, oh les arbres me fascinent. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Je suis professeur en dendrologie. Retenez bien ce mot, dendrologie. Du grec ancien dendron, qui veut dire arbre, et logos, la science des arbres. Merci Jujube. Et vous, si vous êtes là parmi nous, c'est que vous êtes vous-même des dendrophilos. Dendrophilos, du grec ancien dendron, qui veut encore dire arbre, et philos, les amis des arbres. Bienvenue à vous. Bienvenue au club des dendrophilos. D'ailleurs, Aurore, la bibliothécaire, nous a dit qu'il y avait parmi vous de très jolis spécimens de dendrophilos, à ne pas confondre avec dendrophile. Dendrophile, du grec ancien dendron, qui veut encore et toujours dire arbre, et philis, la passion. Oui, Jujube, la passion. On parle ici d'humains passionnés par les arbres, qui tombent littéralement amoureux des arbres. Je suis moi-même dendrophile. Les arbres me bouleversent. À leur contact, je suis transformée. On peut parler de dédoublement de personnalité. Peut-être, effectivement, que je suis un peu trop sensible à leurs phytoncides. Les phytoncides sont des molécules antibactériennes émises par les arbres en cas d'agression. Elles modifient le système parasympathique des humains. Oui, enfin, dit comme ça, mon petit Jube, ça fait peur. Alors que les phytoncides sont de merveilleux antidépresseurs, naturels, oui, de vrais relaxants pour le corps humain. C'est pour ça que je les aime. Mais je ne suis pas la seule. Francis Allais, dans son livre « La vie des arbres », alors... Ah, le voilà. Tenez, mon petit Jujube. Parle de son affection pour les arbres. Une des raisons de ma sympathie pour les arbres vient du contraste extraordinaire entre le peu dont ils ont besoin et l'énormité de ce qu'ils réalisent. L'arbre au départ, c'est une graine. Pour grandir, il va lui falloir très peu de choses. De l'eau, des sels minéraux, de la lumière et surtout du gaz carbonique. Or, ce dernier, vous le savez, non seulement nous n'en manquons pas, mais nous en avons de plus en plus. Et avec ces quelques éléments si modestes, il va être capable de fabriquer plusieurs mètres cubes de matière. Car les arbres ne sont pas seulement les plus grands êtres vivants, avec le record actuel pour le redwood de Californie, qui mesure... 120 mètres. Oui, merci mon petit Jujube, 120 mètres. C'est-à-dire 2 fois la hauteur des tours de Notre-Dame de Paris. Enfin, feu les tours de Notre-Dame de Paris. Oui, feu. Les arbres sont aussi ceux qui vivent le plus vieux. La longévité des arbres est quelque chose qui me passionne. Il y a quelque temps, j'ai admiré en Californie un arbre étonnant qui s'appelait The Parthenon. J'ai demandé au forestier américain qui m'accompagnait l'âge de cet arbre. 3000 ans. 3000 ans. C'est-à-dire que quand les Grecs ont décidé de construire leur Parthénon sur la colline de l'Acropole, cet arbre avait déjà 600 ans. Et le record actuel est de 43 000 ans pour un arbre de Tasmanie, le houx royal. À cette époque, imaginez-vous, il n'existait pas seulement une seule espèce humaine, mais 2. La nôtre, Homo sapiens, et l'homme de Néandertal. Toute l'histoire de notre évolution tient dans la vie d'un arbre. Ce qui voudrait dire que beaucoup d'arbres sont donc potentiellement immortels. Absolument.
Si vous placez un arbre dans les meilleures conditions possibles, à l'abri de toutes les attaques, de tous les dangers, de tous les événements fâcheux qui pourraient subvenir, vous vous apercevrez qu'il ne meurt pas. Ce qui signifie que les arbres n'ont pas de programme de sénescence. La sénescence est un processus physiologique qui entraîne le vieillissement des cellules. Oui, alors, prenons un exemple, le nôtre. Nous avons 26 000 gènes, c'est-à-dire des particules héréditaires qui sont responsables de nos caractères physiques, de la couleur de nos yeux, l'aspect de nos cheveux. Bon. Au départ, chez un enfant, ces gènes fonctionnent tous. Ils sont tous actifs. Mais à mesure que les années passent, nous conservons bien sûr le même nombre de gènes, 26 000. Mais le nombre de gènes actifs diminue. Ce phénomène s'appelle la méthylation. Eh bien, chez les arbres, on a observé le même phénomène. Des méthylations ont lieu entre le printemps et l'hiver. Mais à la seule différence qu'au printemps de l'année suivante, quand les bourgeons s'ouvrent, une déméthylation totale a lieu et l'arbre retrouve ses gènes actifs aussi nombreux que quand il était jeune. L'arbre connaîtrait le secret de l'immortalité. Moi-même, je connais un arbre qui a 104 ans. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, on vient de souffler ses racines. 104 ans, c'est très jeune pour un orme. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis spécialisée dans l'étude de l'orme. Oh, je trouve ce feuillu majestueux. Oh, j'aime tellement son écorce zébrée, et puis alors, ses rameaux qui tirent vers le rouge-brun, et puis ses petites feuilles toutes dentelées. Vous connaissez cet arbre, bien sûr. Vous l'avez déjà vu. Il existait déjà dans la Grèce antique. C'était l'arbre du dieu des songes et des rêves. Et en France, vous n'avez pas pu le manquer. Non, puisqu'il a débarqué sur le territoire il y a 65 millions d'années. Et il y en avait partout. Dans les plaines, dans les collines, dans les montagnes, dans les villes. Oui, il y en avait beaucoup. Avant la terrible épidémie de la graphiose. La graphiose est une maladie fongique, c'est-à-dire une maladie causée par un champignon. Oui, une maladie gravissime. À elle seule, elle a décimé plus de 25 millions d'ormes, rien qu'en Grande-Bretagne. Et à Paris, où l'orme faisait partie des espèces urbaines les plus représentées, eh bien, Paris a perdu 90% de ses ormes. On sait que cette maladie est originaire d'Asie. Décidément, encore une. Mais ce qui l'a rendue plus redoutable, c'est que pour la première fois, un champignon et un insecte s'alliaient pour s'attaquer aux ormes. Oui, ensemble, ils ont démultiplié leur pouvoir. Le champignon se cachait dans les mandibules du scolyte. Le scolyte est un coléoptère qui infecte l'orme en creusant des galeries sous son écorce pour y pondre ses œufs. Oui. L'espérance de vie d'un arbre atteint de graphiose est de 2 ans. Moi, j'ai réussi à sauver la vie d'un jeune orme atteint de graphiose. Oui. Grâce à moi et à Jujube, eh bien, il a survécu. Enfin, ça fait 22 ans que je travaille sur le même spécimen. Oui. À force, des liens se sont créés et je m'en suis beaucoup attachée. C'est un orme de laboratoire exceptionnel et avec Jujube, nous aimerions vous le présenter. Il s'est prêté au jeu du cobaye scientifique sans sourciller. Par exemple, nous lui avons greffé des rejets de ficus, puis encastré des jambes articulées que nous pouvons commander à distance. Mais aussi, pardon, nous lui avons apposé des récepteurs sur le tronc. Et figurez-vous que nous nous sommes rendus compte qu'il était très sensible à la musique classique. Merci, Jujube. Oui, mais alors, a-t-on jamais entendu un orme chanter, après tout? Qui aurait pu imaginer que l'hydrophone enregistre un jour le chant des baleines à bosse? J'ai donc utilisé cet hydrophone et je l'ai adapté à la forêt. Je l'ai appelé le... Sylvophone. Oui, le sylvophone. Eh bien, figurez-vous que le sylvophone est parvenu à enregistrer des sons. Puis, lorsque l'orme s'est senti en confiance, nous l'avons entendu chanter à pleine voix.
Vous l'entendrez tout à l'heure, lorsque nous traverserons les saisons, car il change de chant à chaque saison. C'est difficile à dire. Oui, car, cher Dendrophilos, nous allons passer les saisons en accéléré, grâce à une porte spatio-temporelle démonstration. Vous voyez? C'est là. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Vous ressortirez indemne de cette aventure, avec, je l'espère, un petit sentiment d'arbre en plus. Enfin, sauf pour ceux qui détestent les arbres. Les dendrocranios. Dendrocranios, du grec ancien dendron, qui veut encore et toujours dire arbre. Aïe! Et cranios qui veut dire cranios. Merci, Jujube. Oui. Car aussi incroyable que cela puisse paraître pour les dendrophilos, il existe des gens qui n'aiment pas les arbres. Des personnes illustres qui ont laissé des marques indiscutables de ce manque d'affection. Dans le livre de Francis Allais, La vie des arbres, Francis nous raconte que Jean-Paul Sartre déteste les arbres. Dans La nausée, il compare les arbres à des insectes sur le dos incapables de se remettre droit. Il les compare donc à des vies ratées. Quand il va au jardin du Luxembourg, malheureusement, il n'y en a pas qu'une, il est entouré de vies ratées. Et pour lui, cette vision est intolérable. Prenez aussi Samuel Beckett. Alors Samuel aimait les arbres, mais il fait dire à son personnage Estragon dans sa pièce En attendant Godot, « Un arbre, ça ne sert à rien. Ça ne peut servir qu'à se pendre. » Merci, Jujube. Oui. Mais heureusement, les gens qui en ont dit du bien sont beaucoup plus nombreux. À commencer par Jean Giono, avec sa nouvelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et Voltaire, déjà vieux, retiré à Ferney, qui écrit à ses amis parisiens « Je ne fais que planter des arbres. Je sais que je suis trop vieux pour ne jamais pouvoir profiter ni de leurs fruits, ni de leur ombre, mais je ne vois pas meilleur moyen de m'occuper de l'avenir. » Merci, Gégé, oui. Et il faudrait aussi parler de Victor Hugo, de Gide, de Colette, mais aussi de Paul Valéry, qui a écrit un petit livre de quelques pages intitulé « Dialogue de l'arbre ». Il écrit « L'arbre fait voir son temps. » Je trouve ça si profond, si puissant. Effectivement, un arbre, c'est du temps rendu visible. Et Bouddha, qui dit « L'arbre est un organisme tellement généreux qu'il offre son ombre à ceux qui veulent l'abattre. » Oui, merci. Alors, vous remarquerez, cher Dendrophilos, que tous parlent des arbres comme des êtres vivants à part entière. Mais ce n'est pas étonnant. La dernière recherche, là, qui date de quelques jours, selon laquelle des chercheurs auraient identifié un pouls. Non, pas un pouls, un battement de cœur. Oui, les arbres auraient un pouls qui bat toutes les 2 heures et qui sert à la régulation de l'eau des racines jusqu'en haut du feuillage. Les arbres ont un cœur. Vous comprenez pourquoi, eh bien, des dendrophiles comme moi peuvent tomber amoureuses des arbres. Moi, quand j'ai vu mon orme pour la première fois, j'ai eu le coup de foudre. Ah oui, j'ai tout de suite été impressionnée par ses racines massives, profondes, qui rentraient comme ça dans le sol. Et puis, son tronc, il a un de ces troncs énormes, droits, puissants, qui s'élancent comme ça dans le ciel. Enchaînez, Liane. Mais oui, j'enchaîne, cher Dendrophilos. Il est temps de passer à nos quartiers d'hiver. Ouverture de la porte spatio-temporelle. Vite, mon petit Jujube. Allez-y, passez. Attention, mon arme, j'arrive, j'enchaîne. Ça va. Ça vous a pas rendu malade? Parce que moi, à chaque fois que je passe en dessous, ça me... Enfin bon. Mon amour. Professeuse. Oh, j'adore tes filles. Professeuse. Yann. Oh, mon... Yann. J'adore. Excusez-moi. Yann, ils sont arrivés là, c'est bon. Yann. Oui, je vous l'avais dit, je suis très sensible à ces phytoncides. Vous avez vu comme il est beau, hein? Bon,
je vous l'accorde. En hiver, mon homme ressemble à un pauvre escogriffe tout décharné. Mais si vous l'aviez vu en automne, son houppier, l'un de ses houppiers, il était de... Le houppier est l'ensemble du feuillage et des hautes branches d'un arbre. Oui, son feuillage était de toute beauté. Si vous saviez, il avait des reflets ambrés qui tiraient comme ça vers le rouge foncé. Il était... Électrode. Ah oui, électrode. Vérifions ce qui se passe en lui en hiver. Alors, qu'entendez-vous, mon petit jujube? Rien. Comment ça, rien? Ben, rien, professeuse. Vous êtes sûr? Ah, rien. Rien? Rien. Le sylvophone, il n'était pas branché. Pardon, excusez-moi. Alors, et maintenant? Des ronflements, professeuse. Ah non, il dort! Oh zut! Bon, inutile de chuchoter. Il est rentré en repos végétatif. Et là, ça peut durer. Et oui. Comme vous pouvez le constater, les arbres en hiver s'arroupillent. Et cette famille, hein, que ce soit pour les feuillus ou pour les persistants... Les persistants sont des arbres qui gardent leurs feuilles en automne. Oui, merci, mon petit jujube. Et oui, ils rentrent en dormance, comme disent les biologistes. Et alors, n'allez pas les réveiller, hein, parce que quand un feuillu manque de soleil et a froid, il a un sacré mauvais caractère. Lui qui en était dispensé de bonnes sèves, toutes ces petites fleurs, toutes ces petites feuilles, eh bien, il se transforme en harpagon, en pire radin qui soit. Et là, il coupe la montée de sève. Et ces pauvres petites fleurs et ces pauvres petites feuilles meurent de soif et de faim. Oui, on en a vu beaucoup se jeter à ses pieds pour lui demander grâce. Mais rien n'y fait. Une vraie tête de bois. Son seul leitmotiv, économie, économie. Allons, Liane. C'est sa nature d'arbre. Il en va de sa survie, après tout. Mais vous avez raison, de sa survie. Mais oui, en hiver, l'arbre doit être économe pour pouvoir supporter les tempêtes de vent. Allez, Jujube, faites le vent. Faites le vent. Voilà. Oh, le pauvre. Affrontez les pluies torrentielles, les éclairs, le tonnerre. Faites l'orage. Ah oui, faites l'orage, faites l'orage. Oui, et affronter les tempêtes de neige. Bon, la neige, on peut pas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais non! Si. Yann! Oh, petit escogriffe. Ah non, ça suffit, Bon. là. Vous l'aurez compris, un arbre en hiver doit être économe. Et le peu d'énergie qu'il mettra à disposition, ce sera pour fabriquer de petites écailles, pour protéger du gel ces petits bourgeons, oui, qui pourront éclore en toute sécurité lorsque les beaux jours seront revenus. Oh, mon orme. Liane! Oui. Oh. J'adore. Liane, sylvaphone! Le sylvaphone, oui. Alors, est-ce qu'il se réveille? Négatif, professeuse. Bon, je vais rentrer en communication avec lui grâce à cet instrument de musique.
c'est difficile hein, de réveiller un arbre qui dort en hiver. Professeuse, Poussette. Pouchette, Pouchette. Mais bien sûr, Pouchette. Il est temps de vous parler, mes chers dendrophilos, de notre dernière découverte. Une découverte extraordinaire. Figurez-vous que parmi les milliers de micro-organismes qui vivent dans les arbres, et notamment dans mon orme, nous avons réussi à localiser, à l'aide du microscope électronique, un petit être arboricole qui présentait un génome humain. Oui, humain, avec des attributs féminins. Oui, féminins. C'est une fille, une minuscule petite fille. Et comme la ressemblance était très frappante, j'ai poussé plus loin mes investigations et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert qu'elle présentait mon génome humain. C'est donc ma fille. Je serai donc sa mère et mon arbre serait donc son père. Nous avons donc une fille. Ce qui voudrait dire que l'amour d'une dendrophile envers un arbre pourrait donner naissance à des petits êtres vivants minuscules, mi-arbre, mi-humain. Oh. Pouchette. C'est comme ça qu'on l'a appelée, Pouchette. Bon, c'est comme Poussette, mais avec un H, parce qu'elle est trop pouchi-mouchi-mouche-caillette. Et attendez, chose incroyable, Pouchette sait lire. Non mais, je lui ai mis à disposition toutes sortes de livres. Eh bien, elle arrive à les déchiffrer sans problème. J'ai passé des heures à essayer de comprendre pourquoi. Mais au final, la résolution de l'équation était là, sous mes yeux. Un livre, c'est quoi ? Eh bien, c'est des pages. Et les pages, c'est quoi ? C'est la pâte à papier. Et la pâte à papier, c'est de la cellulose. Et la cellulose, c'est de l'arbre. Voilà pourquoi elle arrive à les décoder si facilement. Je vous propose à présent de vérifier mes allégations par caméra endoscopique interposée. Oui, que je vais tout de suite lui introduire dans le tronc. Attention. Introduction. À gauche. Non, l'autre gauche. Tout droit. L'orme est chatouilleux. Plus haut. C'est bon. La voilà. Regardez comme elle est belle. Elle ronflotte comme sa mère. Oh, ma pouche caillette. Regardez un peu cette jolie petite bouche. Mais oui. Allez, réveille-toi, mon ange. Montre-moi tes beaux yeux. Elle a les mêmes yeux que moi. Allez. Ouvre tes beaux yeux. Et voilà. Et c'est une fille. Je vous propose de regarder. Bon, croyez-moi sur parole, c'est bien une fille. Allez, à présent, vérifions qu'elle aime lire. Elle adore les livres d'histoire de son père. Arbres aimés. Nouveaux amis. Planter un arbre et vivre à ses côtés est la meilleure façon de faire sa connaissance. Le voir grandir, s'inquiéter s'il dépérit, tenter de le soigner, s'attrister s'il meurt. Il y a quelques années, j'ai voulu sauver un grand orme atteint de graphiose. L'échec de la perfusion pratiquée sur son tronc et les flammes de sa destruction m'affectent encore aujourd'hui. Chaque arbre qui s'épanouit devient comme un nouvel ami. Son nom, tulipier de Virginie ou pin de l'Himalaya, passe pour moi de la terminologie botanique à celui d'un compagnon d'existence. Comme on surveille le développement d'un enfant, on peut suivre la croissance d'un arbre. Les premiers signes de la reprise après le traumatisme de la transplantation, l'évolution de son port, les métamorphoses des feuillages naissants, puis les épisodes de sa vie d'adulte, l'avènement de la puberté,
signalés par les premières fleurs et les premiers fruits. Il est passionnant de découvrir les modalités de la sexualité des plantes. Les cellules mâles et femelles sont-elles portées par des individus différents? Par le même arbre, mais sur des branches différentes? Se développent-elles simultanément ou à des périodes variées de la saison? Ces interrogations motivent des observations attentives au cours d'agréables promenades. À plus courte échelle de temps, ces nouveaux amis nous offrent, selon leur variété, le spectacle fascinant de leur évolution annuelle. Les feuillus nous signalent la fin de l'hiver en ornant leurs rameaux de feuilles d'un vert si tendre que l'on s'en émeut. La séquence multicolore des fleurs et des fruits se déroule au long du printemps et de l'été. Et le feuillage qui flamboie avant de quitter les branches nous annonce le retour des jours froids. Dénudés tout l'hiver, les arbres ne portent plus sur leurs branches que les bourgeons turgescents, tout à l'attente du prochain printemps qui les prépare. J'attends toujours avec beaucoup de plaisir la tournée des bourgeons. Elle m'amène, au mois de mars, à arpenter le jardin pour observer leur croissance réjouissante. Et le cycle recommence, toujours le même et à chaque fois différent. Je profite de mes voyages à l'étranger pour rapporter des graines, les mettre dans un pot et les faire germer. Puis je les repique en terre. Oh, que d'expériences ratées! Mais quel plaisir quand les premiers signes de germination apparaissent. Je peux déjà anticiper la connaissance de ces nouveaux compagnons. Présence des arbres. Je passe beaucoup de temps en compagnie des arbres. J'aime aller à leur rencontre, pénétrer leurs univers. Leur présence intense et discrète accompagne ma réflexion ou ma rêverie. Parmi eux, j'ai le sentiment confus de notre participation commune à ce puissant courant de vie qui se manifeste dans la succession de milliards et de milliards de générations d'êtres vivants sur notre planète. Dans un coin perdu de notre voie lactée. Ah non! Ah non, ils se rendorment! Non! Oh non! Vite! Vite, mon petit jujube! Il faut actionner notre porte spatio-temporelle. Oui, cher Dendrophilos, nous allons passer à nos quartiers de printemps. Allez! Alors, ça y est, il se réveille. Qu'entendez-vous, mon petit jujube? Il rigole, je crois. Mais oui! Oh, il est gai comme un pinson. Allez-y! Allez-y! Allez-y, venez. C'est par ici. N'ayez pas peur. Suivez-nous. Allez-y. Suivez-nous. N'ayez pas peur. Installez-vous là, installez-vous. Oh, il a l'air heureux. Il est content, mon homme. Voilà. Voilà.
Écoutons ce qui se passe en lui. Qu'entendez-vous, mon petit Jujube? Comme un bruit d'eau, professeuse. Non, ce n'est pas un bruit d'eau. C'est de la sève, la montée de sève. Oh, mais ça annonce le printemps. Nous sommes au printemps, changement de saison, mon petit Jujube. La montée de sève. Figurez-vous, mes chers dendrophilos, que mon orme va devoir faire remonter de ses racines jusqu'à son houppier 200 litres de sève brute. Imaginez, de l'eau et des sels minéraux, indispensables au débourrage de ces petits bourgeons qui vont faire apparaître ces feuilles, les feuilles étant bien sûr l'usine de l'arbre, nécessaire à la photosynthèse. La photosynthèse va transformer cette sève brute en sucre, en nectar parfumé, et mon orme va grandir, grossir du tronc et du houppier. Oui, il va dispenser toutes les parties de son arbre avec ce bon nectar sucré. Et d'ailleurs, il est temps de vérifier que Poussette n'en mange pas avec exagération. En effet, mon orme est très pointu là-dessus. Il ne veut pas que Poussette grossisse trop vite. D'ailleurs, dans le texte de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, Peter nous explique pourquoi cette éducation si Peter Wohlleben nous explique pourquoi cette éducation si stricte. Les petits arbres ne demandent qu'à se développer. Grandir de 55 cm par jour leur conviendrait tout à fait. Malheureusement, leurs parents arbres ne sont pas d'accord. Ils recouvrent leur progéniture de leur immense houppier, qui, avec ceux des arbres voisins, forment un toit épais au-dessus de la forêt. Seuls 3% des rayons du soleil filtrent jusqu'au sol, et donc jusqu'aux feuilles de leurs enfants. 3%, cela permet tout juste une activité photosynthétique suffisante pour maintenir un végétal en vie. Croître en hauteur, gagner en épaisseur n'est donc pas envisageable. Mais à quoi sert cette éducation si dure, cette privation volontaire de lumière? Les parents n'ont-ils pas à cœur de voir leur progéniture devenir rapidement autonome? Non, pas pour les parents arbres. Pour eux, croître lentement en début de vie permettrait d'atteindre un grand âge. La lenteur de leur croissance permet aux cellules de leur bois d'être beaucoup plus fines et de renfermer peu d'air. Les jeunes arbres en acquièrent une flexibilité qui leur permettra de supporter les vents violents sans se casser. Et plus important encore, ils résisteront mieux aux maladies, aux champignons, dont la propagation est limitée par la dureté des tissus internes. Une bonne éducation est garante de longévité, même si la patience des enfants arbres est mise à dure épreuve. Bon, eh bien maintenant, il est temps d'assister au repas de notre petite Pouchette. Vérifions qu'elle ne passe pas comme un petit goret. Caméra, mon petit Jujube. Oh, la petite gourmande. Bon, je vais détourner son attention et lui proposer une nourriture plus spirituelle. Après tout, Victor Hugo a dit « Lire, c'est boire et manger ».
Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire et du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir. Un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. » Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots, ils s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus. Ils s'en vont très heureux. Et comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Ah. Oh non, non. Oh, elle remet le couvert. Elle va fâcher son père. Hein. Oh, je suis désolée, mon Orme. En même temps, je la comprends. C'est si bon, la sève. Regardez, vous en voulez? Mais n'ayez pas peur, enfin. Ah, ça colle un peu au doigt. Mais bon, la sève de bouleau, c'est très bien. La cure de sève de bouleau, vous connaissez pas? Je vais vous expliquer. La sève de bouleau est curative. Elle détoxifie le corps. C'est un astringent naturel qui aide à la perte de poids et qui favorise un meilleur transit. Vous sentez rien? Qu'est-ce que ça sent? Pas grand-chose. Ah mais si! Ah oui, ce parfum, je le reconnaîtrai entre tous. Ça y est, il a lâché ses gaz, oui. Il appelle à polliniser les abeilles, le vent, les oiseaux. Il lâche ses coves. Coves, c'est... Oui, mon petit jujube, allez, c'est le temps de mettre ses petites fleurs. Mon arbre va porter ses petites fleurs. J'adore son petit costume fleuri. C'est la saison préférée, la saison de l'amour. Da di da da. Oh mon amour, j'aime ce costume fleuri. La di da da. La 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Non! Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Pouchette! Vite! Vite, Jujube! Caméra!
Un peu d'eau. Ah bah oui, mais tu peux râler. Enfin. Elle fait sa crise d'adolescence. Hein. Elle n'est pas contente. Et toi, tu la consoles. C'est que l'amour. C'est comme un arbre. Il pousse de lui-même, il jette profondément ses racines dans tout notre être. Et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Oh, oui. Oh, oui. Le poète s'en va dans les champs. Il admire, il adore, il écoute en lui-même une lyre. Et, le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui des rubis font pâlir les couleurs, celles qui des pans même éclipseraient les queues, les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues, prennent pour l'accueillir, agitant leur bouquet, de petits airs penchés ou de grands airs coquets. Et familièrement, car cela sied aux belles. Tiens, c'est notre amoureux qui passe, disent-elles. Et plein de jours et d'ombres et de confuses voix, les grands arbres profonds qui vivent dans les bois, tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules tout ridés, les chênes vénérables, l'orme aux branchages noirs de mousse appesantie, comme les oulémas quand paraît le moufti, lui font de grands saluts et courbent jusqu'à terre leurs têtes de feuillets et leurs barbes de lierre, contemplent de son front la sereine lueur et murmurent tout bas. C'est lui, c'est le rêveur. Vous avez reconnu avec contemplation de Victor Hugo. Histoire. Arbre. En argot, les hommes appellent les oreilles des feuilles. C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbres, comme les enfants parlent enfants. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond, l'enfant entend. Plus tard, l'enfant parle arboriculture avec ses maîtres et ses parents. Il n'entend plus la voix des arbres, il n'entend plus leurs chansons dans le vent. Pourtant, parfois, une petite fille pousse un cri de détresse dans un square de ciment armé, d'herbes mornes et de terre souillée. Est-ce la tristesse d'être abandonnée qui me fait crier au secours, ou la crainte que vous m'oubliiez, arbre de ma jeunesse pour de vrai? Dans l'oasis du souvenir, une source vient de jaillir. Est-ce pour me faire pleurer? J'étais si heureuse, moi, dans la foule verte de la forêt, avec la peur de me perdre et la crainte de me retrouver. N'oubliez pas votre petit ami, arbre de ma forêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, Lorme? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a?
le monde est devenu un cerisier en fleurs. Dans le champ de colza, les oiseaux font mine de contempler les fleurs. Vous voulez en lire un ? En secret, le camélia devine la présence du prunier. Dans le prunier blanc, la nuit désormais se change en aube. Dans le champ de colza, les oiseaux font mine de contempler les fleurs. Dans les jeunes herbes, le saule oublie ses racines. Le monde est devenu un cerisier en fleurs. Le printemps qui s'éloigne hésite parmi les derniers cerisiers. Oh, comme elle est belle. Elle est trop pouchi-mouchi-mouche-caillette. Oh, mais moi, si je pouvais, mais je finirais ma vie avec mon orme et ma pouchette dans la forêt, oui. Ah oui, je ferais comme Tarzan. Je passerais toutes mes journées allongée dans la canopée. Ah, la canopée, Ah oui, la canopée, à ne pas confondre avec canapé. même si ça a la même racine. Oh oui, j'aimerais tellement devenir un arbre, une feuille, une branche, être stomate. J'entends l'appel de la forêt. Mais oui, mais bien sûr. Je quitte ce laboratoire. Place aux jeunes. Mon petit jujube, je vous remets ma médaille du ficus doré. Tenez, prenez mes notes. Moi, je m'en vais vivre avec mon orme et m'enivrer de tous ces phytoncides. Allez, ouverture de la porte spatio-temporelle. Au revoir, mes chers dendrophilos. Oh mon orme, oh mon orme, je t'aime, mon Eh bien, cher Dendrophilos, j'espère que cette balade en arbre vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, lors de vos prochaines balades en forêt, peut-être sommeille-t-il au creux d'un arbre une petite poussette, qui sait ?